Jacques Mesrine, ou Jacques Mérine, c'est selon. Ses compagnons de braquage, de cavale ou de prison l'ont toujours appelé Mérine, et les policiers et les journalistes l'ont toujours appelé Mesrine. Tout le monde connaît la fin de l'histoire. L'ennemi public numéro 1, abattu par la police dans sa voiture, porte de Clignancourt, à Paris. Assassiné, disent tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été fascinés par le personnage. Peu connaissent son histoire, la vraie, qui est assez éloignée du mythe d'un Robin des Bois moderne, l'histoire d'un voyou qui portait beau, mais qui, de braquage en évasion, était devenu un homme extrêmement violent, très sûr de lui, un homme dangereux qui avait dit un jour au commissaire Broussard « Le premier qui tirera aura raison ». Et à la fin de l'histoire, ce sont les policiers qui ont tiré les premiers. 5 mars 73. Un homme fait irruption dans un bar du quartier de la Madeleine, à Paris. Le Dixie's. Il a l'intention de donner une bonne leçon au patron qu'il soupçonne d'être un indique. Problème, le patron n'est pas là. Alors l'homme dégaine son Colt 45 et, comme dans un western, s'en prend au bar et aux bouteilles. Un policier qui passait par là tente d'intervenir. Le malfrat lui tire dessus et disparaît dans la nuit. Cet homme au Colt 45, c'est Jacques Mesrine, un bandit dont on commence à parler. Il est recherché pour une dizaine de braquages et surtout pour le meurtre d'un proxénète, un certain Manuel Boulan, exécuté 3 mois plus tôt. Un promeneur découvre son cadavre dans les bois de Fosse-Repose, et donc un dimanche matin, le corps truffé de balles, et il porte au visage la trace de 4 impacts de gros calibre en carré. Les policiers parviennent à loger Mesrine, qui se planque depuis quelque temps en banlieue parisienne, à Boulogne-Billancourt. On met en place un dispositif léger de surveillance pour vérifier s'il y a quelqu'un à l'appartement et à quoi peut ressembler ce quelqu'un. Et à un moment donné, au 11e étage sur le balcon, apparaît une personne. On la regarde à la jumelle, je regarde. Il y avait effectivement pour moi une forte ressemblance avec Jacques Mérine. Et puis finalement, après concertation, il s'est avéré effectivement qu'il s'agissait incontestablement de celui qui nous intéressait en priorité. Les policiers connaissent le pédigré de Mesrine. C'est un homme dangereux. Alors ils décident d'attendre le bon moment pour mettre le grappin dessus sans faire de grabuge. Il n'était pas du tout question pour nous, bien entendu, de l'interpeller comme ça en allant toquer à la porte. Ça aurait été un fort chabrol. Il n'était pas du tout question de mettre notamment en jeu la vie des fonctionnaires, des policiers en particulier, ou des gens qui se trouvaient dans le voisinage. Les policiers ont eu raison d'attendre. Dans l'après-midi, Jacques Mesrine, déguisé, descend faire des courses. Puis il rentre tranquillement chez lui, un paquet dans les mains. On l'a laissé effectivement cheminer un petit peu, et comme il était porteur de ce paquet, visiblement, même s'il avait été armé, on ne le savait pas, mais visiblement il était difficile pour lui de faire un geste ou un mouvement pour saisir éventuellement une arme. Donc on a décidé comme on dit en termes policiers, de le serrer. Donc 6, s'est retrouvé avec 6 canons d'armes pointés sur lui, et là il a lâché le paquet. Et il nous dit c'est du beau job, qui est votre boss. Alors ça surprend un peu parce qu'à l'époque c'est pas un langage commun dans le milieu. On parle l'argot, on parle le verlan, mais on utilise assez rarement des mots à consonance américaine. Fin de la cavale et début de la perquisition. Et donc là, on trouve aussi des armes en quantité, des munitions, des centaines de munitions, de quoi fabriquer des munitions, des armes qui sont cachées sous les matelas, dans les armoires, etc. Et on trouve en particulier un Colt 45. Et c'est bien sûr l'arme qui nous intéresse parce que c'est le calibre qui a été utilisé pour abattre Manuel Boulan. Et c'est aussi l'arme qui a servi à tirer au Dixie's, le bar de la Madeleine.
Pendant la perquisition, Mesrine joue les grands seigneurs et régale les policiers de caviar et de champagne. Elle dit, écoutez, j'ai une bouteille de champagne au frais, on va sabler mon arrestation. Donc effectivement, pourquoi refuser après tout. Donc on a effectivement bu une coupe de champagne à sa santé. Robert Broussard, à l'époque, on vous considère comme le premier flic de France. Alors, dès l'arrestation de Mesrine à Boulogne, vous vous rendez sur place. Pourtant, c'est pas vraiment encore un très gros poisson, ce Mesrine. Non, c'est-à-dire que Mesrine est parti au Canada fin années 60, c'est-à-dire en 68-69. En France, à ce moment-là, c'était un truand, j'allais dire, banal. Et il est revenu 4 ans ou 5 ans après du Canada avec un statut d'ennemi public numéro 1 au Canada. C'était donc un personnage qui avait complètement explosé, si j'ose dire, au Canada. Il était recherché pour de multiples braquages, prise d'otages, double assassinat, évasion, coup de feu sur les forces de l'ordre. Bon, bref, on avait affaire à vraiment un ennemi public numéro 1 au Canada. Venu de l'étranger, mais arrivant en France. Quelle impression avez-vous fait la première fois, premier face-à-face? Disons que là, nous, on le découvrait en quelque sorte. On n'avait jamais eu affaire à lui. Il avait un côté impressionnant, c'était déjà par sa stature. Un type assez grand, balèze, bombant de torse, sûr de lui, disons grand seigneur, mais déjà, il en imposait ici. Ouais. Voilà. Placé en garde à vue pendant 48 heures, Mesrine fanfaronne. Quand on lui demande le nombre de meurtres qu'il a commis, il répond 39, sourire aux lèvres. C'était un beau parleur, un fier à bras, disant vous m'avez eu, mais si je vous avais vu avant, eh bien bon, là il pouvait pas tirer, mais de toute manière je ne me serais jamais laissé, est évident que je me serais jamais laissé arrêter. Là vous m'avez eu à la surprise. Complaisamment, Mesrine fait le récit de ses aventures, mais il refuse de les confirmer par écrit sur procès-verbal. Il nous explique un peu ce qu'il a fait, mais toujours off, durant sa cavale. Bon, on sait qu'il est allé au Waldorf Astoria à New York et on trouve une ou deux photos qui ont été effectivement, qui ont pu être prises là-bas. Il a été à Caracas, il arrive fin novembre en France, on l'arrête début mars. Donc son parcours sur le territoire national a été assez court. Et quand on l'interroge sur le meurtre de Manuel Boulan, le proxénète, Mesrine ne dit plus un mot. Il nie sa participation à cette affaire-là et il attend. Il attend en se disant on verra bien ce que l'instruction judiciaire amènera et peut-être, se dit-il déjà, on verra bien si je serai encore présent à l'instruction judiciaire. Car à peine arrêté, Mesrine n'a qu'une seule idée en tête, s'évader. Et d'ailleurs, il défie les policiers. Lors de sa garde à vue, il a dit de toute manière, vous ne me garderez pas longtemps en prison. La première des choses à laquelle je vais penser, je vais m'évader. Et vous verrez, je m'évaderai. Et il nous parie une caisse de champagne. Donc ça ne nous coûte pas grand-chose de tenir le pari. On est à peu près certain qu'il ne sortira pas. Et on est à peu près certain aussi de pouvoir payer une caisse de champagne. Si on se cotise tous, on y arrivera. La garde à vue se termine. Mesrine est incarcéré à la prison de la Santé. Et très vite, il commence à se plaindre de ses conditions de détention. Pas longtemps. Parce qu'ensuite, il ne pense plus qu'à une chose, s'évader. Et il a un plan. Il sait qu'on l'emmènera bientôt dans l'Oise pour une petite affaire de chèques sans provision. À Compiègne, un petit tribunal de province, d'où il lui sera facile de s'évader. Pour y arriver, il compte sur l'aide de son ami Michel Ardouin, dit le porte-avions, un fidèle complice qui, comme son surnom l'indique, est toujours lourdement armé. Car avant l'arrestation de Mesrine, les deux braqueurs ont conclu un pacte. Moi, j'avais une affaire dans une autre ville, et lui, il avait Compiègne. Donc, déjà, il a eu une affaire de chèque sans provision.
et de conneries. Donc on savait que lui venait me chercher à Amiens, c'était Amiens l'affaire. Ou moi j'allais le chercher à Compiègne. C'est un contrat qu'on avait. Mais un contrat pas amical, un contrat d'honneur. Le 6 juin 73, Mesrine est donc conduit au palais de justice de Compiègne. Dès son arrivée, il dit à ses gardiens qu'il est malade et qu'il doit aller aux toilettes. Là, il se met en rogne. Il n'y a plus de papier. En fait, c'est le porte-avions qui a enlevé tous les rouleaux. Mesrine exige alors de se rendre dans les toilettes des avocats pour, dit-il, faire ses besoins dignement. Les gendarmes acceptent. Ils ne savent pas que dans ces toilettes-là, le porte-avions est passé le premier. J'ai mis une arme de poing dans chaque chiotte. Il a pris le P08, il l'a mis dans sa ceinture, il est redescendu tranquillement avec ses gendarmes. Parce que pendant qu'il faisait semblant d'être aux toilettes, le gendarme tenait la chaîne quand même avec la porte fermée. Il a fallu qu'il se hisse et qu'il tâtonne un peu. Mesrine retourne ensuite calmement dans la salle d'audience et attend le moment propice pour passer à l'action. On commence l'interrogatoire et brusquement il plonge la main dans sa poche, en sort un pistolet de 9 mm, le braque sur moi et dit « Baissez-vous tous ou je tue le juge ». Dans la salle, personne ne moufte. Mesrine empoigne le juge et se dirige vers la sortie. Il a été me poussant toujours devant lui jusqu'à la voûte du palais de justice donnant sur la rue. Là, il a vu la voiture d'un complice qui l'attendait. Il m'a bousculé fortement et s'est précipité dans la voiture de ce complice. Michel Ardouin, le porte-avions, l'attend comme prévu au volant d'une Renault 16. Mais une fusillade éclate. Il a pris une balle en seton dans le bras au moment où il courait. Il y avait quand même pas mal de flics, 17 ou 18 flics en tout, les gendarmes. Il chancelle un peu. Il arrive à la voiture, il allume les gendarmes. Un gendarme est grièvement blessé. La R16 démarre et disparaît dans la forêt. Malgré les renforts et les barrages, les deux fuyards disparaissent dans la nature. Mesrine vient de signer sa première évasion en France. Je le ramène à Paris. Rue Jussieu, on va dans un petit bar-tabac, je sais bien le quartier, moi, 5e, 6e, où il appelle sa mère et sa femme de l'époque. Et je le ramène square Jasmin dans un petit appartement que j'avais loué. Les deux gangsters sont à l'abri et fêtent joyeusement leur victoire. Les policiers de la PJ doivent désormais à Mesrine une caisse de champagne. Il a gagné son pari. 3 mois à peine se sont écoulés depuis sa garde à vue à la PJ Versailles. Mais il n'est jamais venu chercher la caisse de champagne. Robert Broussard, ça y est, il a gagné Mesrine. Il avait fait un pari avec les policiers du SRPJ de Versailles. Il s'est évadé. Oui, 3-4 mois après son arrestation. Quand vous l'apprenez que Mesrine s'est évadé, ça vous surprend à moitié? À moitié. Oui, pourquoi à moitié? Bon, parce que déjà le personnage tel qu'il avait été présenté et tel qu'il s'était présenté lui-même auprès de nos collègues de Versailles, bon, on savait que c'était une pointure, quoi, comme on dit dans notre jargon, et que c'était pas le gars à rester longtemps en prison. La première chose qu'il allait faire, c'est comment il allait organiser son évasion. Alors dans l'imaginaire, évidemment, il faut le retrouver, et on imagine la méthode la plus simple qui doit consister à aller voir les indices qu'on a dans le milieu. T'aurais pas des nouvelles de Mesrine par hasard? Oui, mais le problème c'est que Mesrine n'appartenait pas vraiment au milieu. Un ennemi public numéro 1, c'est un solitaire qui a 1 ou 2 lieutenants auprès de lui, 2 ou 3 complices pour faire des braquages et des actions criminelles, et puis une petite équipe, j'allais dire, de grouillots, c'est-à-dire des petites pointures là qui se baladent là, dans un quartier quelconque, qui vont faire les courses, qui vont s'occuper de la logistique. Mais on ne peut pas dire, et je dirais même que Mesrine a toujours eu un certain mépris pour les gens du milieu, et il n'appartenait pas au milieu. C'était un solitaire avec sa propre structure autour de lui.
Alors, quelle solution il y a alors pour le retrouver si on ne peut pas passer par le milieu? Eh bien, c'est d'essayer d'identifier son entourage, ou alors d'attendre progressivement, malheureusement, d'autres méfaits pour avoir d'autres indices et essayer de remonter une piste quelconque. Et 2 semaines seulement après son évasion, Jacques Messrine retourne au boulot. Avec des complices, il attaque les convoyeurs qui emmènent la paye d'une imprimerie dans le 19e arrondissement. Et on a mis une estafette devant la porte. Il y avait 2-3 artisans qu'on a dû pousser au moment de l'action. Moi et René Bresse, ils sont tous morts, hein. De toute façon je peux citer les noms. Moi et René Bresse, on était déguisés en peintres, avec des pots de peinture, des pinceaux. On a croisé cette escorte des payes mécanographiques qui s'avançaient vers la sortie. Et quand ils nous ont dépassés, Mérine est sorti avec du pas, tous les deux casqués avec des riot guns. Donc ils ont voulu se retourner, on était là pour les laisser à leur place. Donc on leur a pris les enveloppes mécaniques, on est passé devant les ouvriers. Et il y a Alain qui nous attendait dans une DS un petit peu plus loin. Butin, plus de 300 000 francs, près de 46 000 euros. Un beau coup, mais à 5 finalement. C'est pas le Pérou. Après on s'est disputé parce que j'ai dit que c'était pas la peine de préparer une affaire 15 jours ou 3 semaines pour qu'on ait 60 000 francs chacun alors qu'on pouvait aller les prendre en... Je faisais la tournée des caisses d'épargne en banlieue, j'en faisais 2, j'avais les 60 000, c'était pas la peine. C'est un peu disputé après. Avec 60 000 francs, moins de 10 000 euros, quand on est en cavale, on ne va pas très loin, surtout quand on aime flamber au casino. C'est d'ailleurs à Deauville que Messrine fait la connaissance de celui qui va devenir son nouveau complice, un certain Pierre Verhaden. Il a 26 ans, il rêve de brasser des liasses. Messrine accepte de lui apprendre le métier. Le 27 septembre 1973, à bord d'une Renault 16 blanche, Messrine et Ardouin choisissent une agence de la BNP, avenue de Villiers. Il a dû perdre tout son argent à Deauville encore, il est raide. Et il me fait croire qu'il a promis à Verhaten et à l'autre de les monter sur une affaire pour ceci, pour cela. Et moi, comme un abruti, j'étais jamais travaillé avec ces mecs-là, je vais monter avec toi. Et c'est là où on fait celle-là, la BNP. Et pour la première fois, je le vois énervé, agité, mal poli avec le directeur de la banque. Une fois qu'on monte dans la voiture avec l'argent, on rentre, il me dit non, on fait un doublé. Et là, je suis dépassé par les événements. Un doublé, en langage de braqueur, ça veut dire faire une autre banque dans la foulée. Au hasard, il s'arrête devant une banque du boulevard Barbès, dans le 18e. Il fait garer Verhaten ici. Et on rentre dans la banque, il rentre le premier, il m'échappe parce qu'il est à 10 mètres de moi. Je lui dis 2 fois, 3 fois, il ne faut pas la faire. Il y a le marché, il y a l'embouteillage, c'est le seul endroit où il ne faut pas faire une banque ce jour-là. Et il rentre. Donc je suis. Le troisième qui est avec nous suit. Et là, encore une fois, il est mal poli avec le directeur. Enfin, il y a encore un problème. Je sais pas, il était énervé ce jour-là. Le problème, c'est que des policiers prévenus par radio repèrent la Renault 16 blanche, signalée après le premier hold-up. L'un d'eux s'approche de Verhaden, qui attend ses complices au volant. Le brigadier Loy qui s'est approché du conducteur et lui a dit « Mais vous avez vu, vous avez vos pneus lisses ». L'autre a dit « Oh bon, excusez-moi ». Et au moment où il s'apprêtait à descendre de sa voiture, il l'a saisi par le col et il a extrait Manu Militari de la voiture et il l'a donc neutralisé de cette façon. Messrine et Ardouin, qui sortent de la banque au même moment, tombent nez à nez avec les policiers et s'enfuient en courant. Arrivé au bout de la rue, j'ai pris une voiture, j'ai sorti le mec de sa voiture, je suis monté au volant, lui il est monté de l'autre côté. Au moment où on passait le carrefour, il a vidé un chargeur sans blesser personne, mais les flics commençaient à nous allumer. Et on est parti avec une vingtaine d'impacts dans la voiture. Le gardien Charrier a tiré des coups de feu en direction de cette voiture. Les truands ont riposté, mais c'était 11,43 contre 7,65. Donc la police était en état d'infériorité, si je puis dire. Et donc le trio a pu s'enfuir. Finalement, les 2 braqueurs larguent la voiture et s'engouffrent dans le métro, où ils se séparent. Chacun regagne sa planque. Mais Verhaden, lui, est entre les mains des policiers. Cuisiné pendant de longues heures par le commissaire Leclerc et ses hommes, il finit par se mettre à table. Les policiers savent maintenant où se planque Messrine. Ils mettent en place un dispositif imposant autour de son immeuble. Messrine n'est pas un enfant de cœur. Maurice Bouvier, le directeur de la police judiciaire, fait venir l'anti-gang et le fameux commissaire Broussard.
Broussard et moi, nous avons fait venir sur place la brigade des gaz. Cette brigade, bien sûr, dispose de gaz spécifiques et puis également d'un bouclier qui permet, c'est un bouclier blindé qui permet d'approcher, de se mettre devant la porte et de la fracturer à l'abri des balles. Les policiers sont partout, sur les balcons, chez les voisins, dans le jardin. Mesrine est fait comme un rat. Commissaire Broussard, le 28 septembre 73, au petit matin, vous avez donc logé Mesrine, rue Vergniaud à Paris. Il est encerclé par un dispositif policier très impressionnant. Et la suite, je peux le dire, c'est un peu comme un polar, quoi. Comme dans les bons polars, c'est un jeu de chat et souris entre vous, le premier flic de France, et Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1. Alors ça se passe comment ? Je me présente à la porte, je frappe, et puis silence complet. Rien. Alors on reste quand même sur place et on fait semblant ensuite de partir. Mais moi je reste sur place tout seul. Tout seul ? Oui. Et là, à un certain moment, j'entends un petit bruit à l'intérieur. Et je dis, bon, il y a du monde à l'intérieur. Bon. Et bon, je frappe à nouveau. Et bon, et là, il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre le personnage à l'intérieur et moi-même. Moi, le personnage, pour moi, c'était Mesrine, mais enfin, il fallait encore en avoir la certitude. Mais vous lui dites quoi ? Je dis, au bout d'un moment, arrête tes conneries, t'es Jacques Mesrine, ça suffit comme ça. Bon. Et qui es-tu, toi, pour me parler comme ça ? T'es pas un petit flic de quartier qui veut jouer. Bon. Je dis, non, je suis Broussard. Broussard, l'homme au collier, là. Je dis, ben oui, c'est moi, ouais. Et elle me dit, mais il faudrait que tu me le prouves que c'est bien toi. Oh, je dis, quand tu veux. Alors, je passe on se met d'accord, je lui passe sous la porte une carte, je pense que c'était une carte de pêche ou je ne sais quoi, il y avait ma photo. Une ou 2 minutes après, il me la rend dans une coupure de journal et il me met au crayon à mine, il me met félicitations, c'est du bon boulot, c'est bien toi, etc. Et il me rend la carte et ce papier. Alors quand il sait que c'est vous, est-ce qu'il accepte de se rendre tout de suite ? Oh non, ça durait, il m'a fait toute espèce de misère. Et à un certain moment, par exemple, il pique une colère, je ne vais pas me rendre, je vais allumer les locataires qui sont de l'autre côté, et puis tout va sauter. Enfin, il y avait des hauts et des bas. Je dis, arrête cette histoire, ça suffit maintenant. Bon. Et puis petit à petit, il y avait une certaine forme de respect qui s'est instaurée entre lui et moi. De part et d'autre de la porte. De part et d'autre. Et à un certain moment, il a ce fameux défi, si tu es aussi courageux qu'on le dit, est-ce que tu serais capable de venir me chercher seul, sans arme, sans gilet pare-balles ? Bon, moi, il me tendait une perche que, pour moi, c'était inespéré, à la limite, parce que, bien sûr, je rentrais dans le jeu en lui disant, bien entendu, moi, je suis assez, j'irai te chercher seul, sans arme, sans gilet pare-balles. Mais toi, est-ce que tu es capable de sortir sans arme et ouvrir la porte sans faire de schroum ? Oui. Il dit, mais je suis aussi courageux que toi, qu'est-ce que tu crois ? Personne ne va se dégonfler, ni l'un ni l'autre, on ne peut... Vous voyez, à partir de là, c'était gagné, quoi. Et finalement, il a ouvert la porte, et il est apparu avec un énorme cigare à la bouche. Un barreau de chaise. Oui, un barreau de chaise, et puis là, il bombait le torse. Il me dit, tu trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ? Et c'est là qu'il claque des doigts, parce qu'il avait cette manie, quand il avait quelque chose à dire, il claque les doigts, et il dit à la femme qui est à l'intérieur, Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais, tu comprends, voilà. Il fallait qu'il garde quand même une certaine son aura, si vous voulez, d'ennemi public numéro 1. Les policiers peuvent dire ce qu'ils veulent. À cette époque, Mesrine est un truand qui les fascine. Mais d'où lui viennent ce goût du risque, ce besoin de l'adrénaline du braquage, le côté provoque, et puis cette forme de panache ? L'enfance peut-être, son éducation ? Eh bien non. Mesrine a eu une enfance normale. Jacques Mesrine est né le 28 décembre 1936 à Clichy, dans une famille plutôt aisée. Son père est propriétaire d'une broderie de luxe rue du Faubourg Saint-Honoré. Et sa mère travaille avec lui. Le petit Jacques et sa sœur ne manquent de rien. Pourtant, à l'âge de 13 ans, le petit Jacques commence à se montrer turbulent. Alors ses parents le placent en pension au collège des Oratoriens de Juilly, l'un des plus réputés de France. Mais il reste un élève moyen et finit par être renvoyé. À partir de là, il fait l'école buissonnière, chaparde et traîne dans la rue. Ce qui lui plaît, ce sont les parties de cartes entre copains qu'il organise dans la propriété familiale de Louviers, en Haute-Normandie. À 17 ans, son père ne voit plus qu'une solution, le mettre au travail. Mais à chaque petit boulot,
Jacques Mesrine claque la porte. À 19 ans, il rencontre Lydia, une étudiante martiniquaise. Il l'épouse, mais ça ne tient pas. Il divorce en 57. Il est alors envoyé en Algérie. Et là-bas, c'est la guerre. Bon soldat, il est décoré de la Croix de la valeur militaire par le général de Gaulle. Le tournant a été la guerre d'Algérie. Dans les Djebel, il avait été amené à participer à ce qu'on appelait les corvées de bois, c'est-à-dire les malheureux qu'on amenait au prétexte d'aller chercher du bois et qui en fait finissaient avec une balle dans la tête. Donc il avait été confronté à la violence. Il avait découvert la violence, ça fait la violence autre que celle qu'il pouvait avoir en soi quand il était collégien. Il y avait pris goût. Et que, quelque part, c'était son naturel qui s'était à lui révélé. Jacques Mesrine revient à Paris. Il a 22 ans et un Colt 45 en poche, l'arme fétiche des voyous, et une rage contre la société qui a fait de lui un bon soldat et un bon tueur. Voilà comment il entre dans le grand banditisme. Il a commencé, après ces événements d'Algérie qui ont dû certainement lui changer beaucoup de choses, il a commencé à prendre le mauvais chemin. Et quand il a eu pris le mauvais chemin, il n'a pas pu reprendre le bon. Parce qu'il est certain que... Et après, les faits ont été en s'aggravant et conduits dans la délinquance, il a continué. Il n'est pas issu d'une famille de pauvres. Et il est obligé d'en rajouter. Je crois que ça joue un rôle important. Donc il a une vision très, très romanesque de ça. Très de lecture, de films policiers, de choses comme ça. Et il est obligé d'en rajouter, ce qui fait qu'il est obligé d'en rajouter dans la violence. Retour à l'enquête. Jacques Mesrine a donc été à nouveau arrêté après la cavale qui a suivi son évasion. Son arrestation fait la une des journaux et Mesrine échoue à la prison de la Santé à Paris. Tous ses complices se sont fait prendre, même Michel Ardouin, le porte-avions. Il n'y a donc plus personne à l'extérieur pour venir le sortir de là. Le voilà à l'isolement dans le QHS, le quartier de haute sécurité, un bâtiment de la prison créé par Alain Pierrefitte, le garde des Sceaux de l'époque, d'où, dit-on, on ne s'évade jamais. Les détenus qu'on jugeait violents ou qu'on jugeait susceptibles de s'évader et qui étaient remarqués ou parce qu'ils s'étaient remarqués ou en prison ou à l'extérieur parce qu'ils étaient montrés comme des gens dans des choses assez dures, on les isolait complètement. Le QHS, c'est être sur un lit de mort, c'est la privation sensorielle, c'est la perte d'essence, la perte de l'usage de la parole. C'est 23 heures dans un espace cubique avec la table scellée, le tabouret scellé, le placard en béton, les murs pas en verre, c'est-à-dire psychiatriquement c'est pour faire baisser l'agressivité, et il se passe rien. On est en QHS un humanoïde sans âme, et Mesrine, lui, ne voulait pas être cet humanoïde sans âme, il sentait que ça allait arriver. Mesrine a l'impression d'être enterré vivant. Alors avec d'autres détenus, il dénonce des conditions de détention inhumaines. Dans sa vie de truand révolté, le combat contre les QHS sera un moment essentiel, comme il le racontera au journaliste de Libération, Gilles Millet. Et la haute sécurité, j'ai aucune raison de l'admettre, ni pour moi, ni pour les autres. Car la haute sécurité, c'est une sentence multipliée par 3, au point de vue psychique, au point de vue moral et au point de vue physique. Comprenez une chose, des fois on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, que l'on fait des choses quand vous supprime un parloir, vous n'allez pas me dire que c'est pour la sécurité, c'est dans le seul but de détruire un homme. La société assassine les hommes moralement en quartier de haute sécurité. Alors en fin de compte, la société assassine ces gens-là, mais elle les assassine jour après jour, nuit après nuit. Mesrine entre en guerre contre le système et se sert de la presse pour relayer son combat. Jacques était très connu, donc ça a intéressé les médias, et nous avons donc lancé un appel à la trêve de la faim, qui a été massivement suivi par d'autres détenus. En 1977, 685 détenus font simultanément la grève de la faim. Parmi eux, un certain Charles Bauer. Charles Bauer, vous avez bien connu Mesrine. Comment est-ce que vous rencontrez Mesrine ? À l'extérieur. C'est lui qui m'a contacté. Lorsqu'il me contacte, c'est sur ce registre-là. Détruire les quartiers de haute sécurité. À main armée ? Violemment, oui, bien sûr. Libérer les prisonniers qui sont à l'intérieur ? Les armer, leur donner de l'argent et à charge, par une sorte de contrat moral, à charge pour eux de reproduire la même opération dans les 8 jours. Ça faisait 250 groupes
250 individus qui formaient bon nombre de groupes de guérilla. C'est ce que je pensais. Et là-dedans, Mesrine était d'accord. Mais pour le goût de l'aventure aussi. Pour une part, mais une part infime. Je crois plutôt en réaction, j'insiste bien là-dessus, sans me vautrer dans la psy à 2 balles, c'était un réactif, Mesrine. Et les QHS lui avaient fait du mal? Il me le disait souvent, il me disait, putain ami, on va leur faire casquer ce qu'ils nous ont fait. Lui, c'était sur ce registre. Il avait souffert, donc il voulait faire souffrir, en réaction. C'était pas un révolutionnaire, pas plus qu'un politique, Jacques. En ce qui me concerne, les luttes que je menais, c'était pas des luttes voyoucrates, c'était pas... Nous étions en marge, de même que Mesrine. Mesrine, lui, c'était plutôt dans le process anarcho-gangstériste, vous savez, du début du siècle, du XXe. Bono, la bande à Bono. Dominique, alors que Mesrine est à l'isolement total au fond d'un quartier de haute sécurité, un QHS, voilà qu'il publie un livre alors qu'en principe il ne peut rien faire passer comme message à l'extérieur. Il publie ce livre, L'instinct de mort. Oui, et l'opinion publique va être légitimement scandalisée. En effet, comment Mérine a-t-il pu faire évader ce manuscrit du QHS alors qu'il est placé à l'isolement? Alors, on va soupçonner les avocats, évidemment. Bien sûr. On va soupçonner le personnel de l'administration pénitentiaire aussi. On n'aura jamais de preuves. Et ce mystère autour de la sortie du manuscrit va rendre encore plus grande la légende qui s'installe de Mérine, le livre, donc, L'instinct de mort. Alors, dans ce bouquin, il parle de lui, assez bizarrement, à la 3e personne. Quartier de haute sécurité, une prison dans la prison. Un seul détenu vit dans la cellule numéro 7. Il a choisi de vivre hors la loi par bravade, par goût du risque ou par goût du fric. Et il raconte sa vie, tout y passe. L'enfance, l'adolescence, son dépucelage, son premier mariage. C'est ainsi que Chevalier Ducon, il parle de lui, épouse Sainte Salope pour le meilleur et pour le pire. C'est romancé, c'est chevaleresque. On sent que c'est très embelli. C'est pas toujours la vérité. Dernière chose, on découvre l'homme ultra-violent. Il raconte cette scène qui se passe avec sa femme, Soledad, la mère de ses 3 enfants. Je l'avais frappée à 2 reprises. La tirant par les cheveux, je lui fis monter tout l'escalier sur le dos jusqu'au 1er étage. Quand j'ai sorti mon arme, Soledad saignait de la bouche et me regardait. Je la tenais par les cheveux, je lui ai renversé la tête, je lui ai mis le canon sur la bouche. Je savais que j'avais été très près de la tuer. Ça aussi, c'est Mérine. Ça fait maintenant 4 ans que Jacques Mesrine est à l'isolement dans un QHS, quand son procès s'ouvre, le 3 mai 1977. Un procès qui doit durer 3 semaines devant la cour d'assises de Paris. Jacques Mesrine comparé pour une dizaine d'agressions à main armée, pour l'évasion avec prise d'otage du palais de justice de Compiègne et pour une tentative d'assassinat sur un gendarme. Des faits commis entre 1967 et 1973. Pour faire face à la cour, l'ennemi public numéro 1 porte beau. Il est en costume, chemise, cravate. Il se présente comme un homme extrêmement classique et je dirais même un bourgeois. Il est certain que la salle était surchauffée, les magistrats étaient sur les dents, les jurés étaient d'une curiosité incroyable, mais certains avaient manifestement peur, et les journalistes alors avaient les dents longues là, hein, bien sûr. Et cela comblait Mérine. Le public se bouscule pour assister au débat. Il ne va pas être déçu. Mesrine a le sens de la formule. Au président qui lui rappelle son titre d'ennemi public numéro 1, il répond qu'il n'est pas un ennemi public, mais l'ennemi d'un service public, les banques. Et il ajoute « J'ai mangé la galette, pas la grand-mère, ni le petit chaperon rouge. » Ce qu'il veut, c'est que le monde entier rentre dans sa logique. Normalement, un délinquant professionnel, il rentre dans la logique du tribunal. Il essaie de contrer, mais de contourner. Lui, il se bat très bien. Il coupe la parole au président, qui le prend assez mal. Il fait un pas en arrière, mais il va faire 2 pas en avant après. Il est là en permanence, il revendique. Il est le chef d'orchestre du procès, aux grandes dames du président, d'ailleurs. Face aux témoins de l'accusation, Mesrine ne se laisse pas faire.
C'est un personnage qui vous prenait un peu à témoin, qui avait tendance à vous passer un peu de pommade dans le dos, si je puis dire, à vous magnifier pour que, en même temps, ça rejaillisse sur lui. C'est-à-dire, c'était un jeu, presque un jeu d'acteur, et c'était assez habile de sa part de valoriser ses adversaires, si je puis dire. On en oublierait presque qu'il s'agit d'un procès d'assises et qu'on juge un dangereux malfaiteur. À un moment donné, une vieille dame qui nous a fait rire pendant le procès, qui est une vieille dame extraordinaire, il avait pris tous les présents et il les avait enfermés dans la salle des coffres. Et elle se retourne et elle dit « Merci, monsieur Mérine, merci, vous m'avez donné tant à raconter à mes petits-enfants que je suis devenu le héros de la famille. » Fou rire général, bien entendu, dans le public. Le clou du spectacle, c'est lorsque, pour prouver à la cour qu'il peut s'évader quand il veut, Mesrine se lève, défait sa cravate et jette au sol les clés de ses menottes. Ce qui avait d'extraordinaire, c'est que non seulement il s'était procuré cette clé, mais en plus de cela, il avait réussi à sortir de Fresnes, à passer tous les contrôles, à passer toutes les étapes sans que personne ne découvre qu'il avait la clé sur lui. La stupeur est générale et en même temps, quelque part, il y a un amusement. Et il fait ça pour impressionner le magistrat, mais aussi pour être la vedette d'un instant. Et il y parvient. Là, l'histoire, je la connais bien parce que c'est un coup de bluff encore de sa part. Pour sa télévision, quand ils lui ont donné la télévision à la santé, à lui, le seul, il y avait une chaîne qui tenait la télé avec un cadenas. Il a réussi à avoir les clés de ce cadenas. Il a dit, c'est les chaînes de transfert qu'un directeur m'a vendu. Il n'y a jamais un directeur qui va vendre des chaînes de transfert pour 3000 francs, un cadenas de transfert. Ça, c'est un coup de bluff ridicule. Mais pour lui, ça faisait encore un peu de pub, c'était bien. Il achetait ça aux journalistes, c'était un coup de pub, c'est bien. Cette ultime provocation fait son effet. La salle s'en amuse, la cour s'en agace. Mais le 18 mai 77, fin de la rigolade, après 3h30 de délibéré, le verdict tombe. Bonjour à tous. C'est une surprise. Le gangster Jacques Mérine a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. L'avocat général avait réclamé la réclusion à perpétuité. Je crois qu'il a été le premier surpris du résultat. Et je le revois quelques instants après où on a pu s'en entretenir, où il était assez ému. Il y avait une forte émotion. Il s'attendait tellement à être condamné à perpétuité que prendre 20 ans, il était surpris de cette décision de la cour d'assises. À ce procès, vous avez témoigné. Oui. Et il vous a interpellé, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est-à-dire que, bon, il était évident que le président voulait savoir, les jurés, bien entendu, voulaient savoir comment s'était passée l'arrestation. Et bon, j'ai raconté. Et Mesrine, debout dans son box, impressionnant, suivant de très près les débats, mais pas du tout agressif ou quoi que ce soit. Et il dit au président, Monsieur le Président, ça s'est bien passé comme ça. Mais je dois vous dire que je vais tout faire pour m'évader. Et la prochaine fois, si je retrouve Broussard, ça se passera dans la rue. Il n'y aura pas de champagne, mais je dois dire que le premier qui tirera aura raison. On est d'accord, Broussard ? C'est peut-être con, mais c'est comme ça. On est d'accord ? Oui, moi j'étais à la barre, je voulais que je dise oui, mais oui. Mesrine retourne dans sa cellule de la santé et retrouve la routine des quartiers de haute sécurité. Le folklore, c'est terminé. Quand je l'ai retrouvé, le personnage brillant du box s'est transformé en détenu, excusez dû à la description, en slip et en maillot de corps, fou furieux de se retrouver là, parce qu'en fait, on lui faisait payer les incartades qu'il avait eues pendant le procès. Mais Mesrine a toujours le même but, s'évader. Et fin 77, en prison, il fait une rencontre capitale. François Besse, un braqueur,
Alors les deux hommes sont opposés physiquement. Mérine, c'est un bon 1m80, je crois 1m82. Et François Besse, il doit faire 1m60, 55 kilos. Voilà, on le surnomme l'Anguille ou le petit François. Lui, c'est tout en finesse, il évite les heurts et toujours il s'entretient physiquement, surtout quand il est en prison pour fuir. Mérine était un homme qui aimait le spectacle, qui aimait se montrer, qui avait un ego fort, qui jouait avec les médias. Alors que François Besse était un homme qui ne souhaitait pas du tout ce genre de projection publique. Mesrine et François Besse ont donc en commun une envie d'évasion. Ils en ont réussi 3 chacun, ce qui les met sur un pied d'égalité. C'est ensemble qu'ils passent à l'action le 8 mai 78. Mesrine est au parloir avec l'une de ses avocates. Il demande au gardien d'aller lui chercher un dossier dans la cellule de Besse. Mesrine profite de l'absence du gardien. Il veut montrer quelque chose à son avocate. Et brusquement, il saute sur la table, c'est-à-dire c'était une tablette qui nous séparait, et il se met à descendre, oui je le revois très bien, tu vois, il a fait ça avec les mains, une plaque, il a tiré là-dessus, c'est venu tout seul, et il a sorti un certain nombre de choses qui étaient dans les chiffons. Il y a des armes et des trucs que j'ai plus ou moins vus. Alors dans cette cache, il y avait soi-disant des armes, des bombes lacrymogènes, il y avait une corde, et il y avait un grappin. Avec son arsenal, Mesrine rejoint Besse. Ensemble, ils neutralisent les gardiens et s'emparent de leurs uniformes. Mérine avait déjà une certaine autorité sur les gardiens, dirais-je. Il avait toujours dit qu'il s'évaderait, que personne ne pourrait l'en empêcher, sinon il risquait la vie. Donc il n'y a pas eu, il faut bien dire, beaucoup de résistance parmi les gardiens. Et il a trouvé le temps de me baiser la main en s'excusant. Ça a été très curieux. Je lui ai répété, mais vous allez vous faire tuer. Mais il me dit, mais pas du tout. Ils sont tous neutralisés, on va se tailler la route. Au passage, Mesrine et Besse libèrent un 3e détenu, Carman Reeves, condamné à perpétuité. Les 3 hommes traversent la cour de promenade jusqu'à la cour de ronde. Là, Mesrine et Besse gazent un gardien et s'emparent d'une échelle qui est là pour des travaux. À l'aide d'une corde et en plein jour, les 3 prisonniers franchissent le mur, mais une fusillade s'engage. Une fois dans la rue, Mesrine et Besse braquent le conducteur d'une Renault 20. Ils m'ont dit tu sors de là-dedans. Mais je savais pas que c'était des gangsters. J'ai dit au mec, où c'est que tu te crois, toi? Où c'est que t'en es? Ouais, il me dit sors là tout de suite. Je lui ai dit mais t'es complètement chavrac, toi, non? Parce qu'il y a eu que c'était des gangsters, je lui filais la porte dans la gueule et puis je m'attirais, quoi. Mais moi je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Alors, est-ce qu'ils quand ils se sont tirés avec ma j'ai dit, ça y est, je suis marrant. Jacques Mesrine et François Besse viennent de réussir leur 4e évasion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, Jacques Mesrine s'est évadé, même si ici on n'aime pas trop les formules et le sensationnel, on est bien obligé de dire que l'ennemi public numéro 1 est depuis ce matin en liberté. On n'a aucune piste, on sait qu'il est parti avec Besse. Alors Besse, on a quelques pistes pour lui, parce que Besse, on sait qu'il est très attaché à sa famille, mais en ce qui concerne Mérine, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Ce qui nous chagrine le plus dans cette affaire, c'est qu'on sait que Mesrine ne va pas s'enfuir quelque part en Amérique du Sud ou je ne sais où pour vivre une vie tranquille au bord de l'eau et vendre des t-shirts ou des merguez, mais on sait qu'il va recommencer ses attaques à main armée et recommencer ses actions violentes. C'est surtout ça qui nous chagrine. Pendant que les policiers pataugent, Mesrine et Besse se terrent dans le 18e arrondissement. Ils y rejoignent un nouveau complice, Jean-Luc Coupé, dit Nounours. Et pendant que toutes les polices de France sont à leur trousse, les évadés s'amusent à chanter du Johnny Hallyday,
et pas n'importe quel refrain. Bientôt on se remet, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. 8 jours après leur spectaculaire évasion, Mesrine et Bess braquent l'armurerie de la gare de l'Est. Ils repartent avec la caisse et surtout avec des armes. La police les identifie tout de suite et craint le pire. On sait très bien qu'il va leur falloir assumer leur cavale. Donc il faut quelque chose pour assumer la cavale. Il faut de l'argent. Une cavale, ça coûte très cher. Et on sait très bien que à partir du moment où ils dévalisent une armurerie pour se procurer des armes, c'est sûrement pas pour s'amuser à faire des exercices de tir. Mesrine et Bess refont surface à Deauville. Dans la nuit du 26 au 27 mai 78, les deux hommes les plus recherchés de France braquent le casino. Hold-up au casino de Deauville la nuit dernière. Selon certains renseignements, il pourrait s'agir d'une agression commise par Mesrine. 70 000 francs ont été raflés par deux hommes. C'est l'un d'entre eux qui s'est présenté au directeur des jeux en affirmant « Je suis Mesrine, tu as certainement entendu parler de moi, conduis-nous à la caisse ». Ils sont deux. Il y a des dizaines de personnes. Personne ne bouge. Et ça, c'est l'autorité extraordinaire de Mérine qui fait que les gens en fassent peur, quoi. Le caissier réussit à donner l'alerte. Et alors que les deux braqueurs sortent du casino, surgit une voiture de police. Deux passants sont touchés par des balles perdues. Mesrine et Bess sont blessés, mais ils parviennent à grimper dans leur voiture et à s'enfuir. Après quelques kilomètres, ils tombent sur un barrage de gendarmerie. Nouvel échange de coups de feu. Cette fois-ci, le radiateur de leur voiture est percé par une balle. Mesrine et Bess n'ont pas d'autre choix, ils doivent poursuivre à pied. Au petit matin, 200 gendarmes, 2 hélicoptères et les troupes d'élite du GIGN sont mobilisés pour rattraper l'ennemi public numéro 1 et son complice. La chasse à l'homme commence. Elle va durer 2 jours jusqu'à ce que les fuyards soient repérés dans le bois de Bernay. Tout le monde était persuadé, au moment où nous sommes arrivés, que le plan de verrouillage de la zone dans laquelle il avait été repéré, ce plan avait bien fonctionné, qu'il était bien enfermé à l'intérieur de cette nasse. Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1, cerné par la police dans les bois de Bernay en Normandie. On a traversé par un petit chemin, je me rappellerai toujours le bois. Ça durait à peu près 1,5 km, 2 km de traque où manifestement le chien pistait. Et à l'orée du bois, il y avait une petite route goudronnée, pouf, il s'arrêtait. Il ne trouvait plus rien. Et si le chien ne trouve plus rien, c'est que Mesrine et François Bess ont réussi à se mettre à l'abri. Les deux braqueurs se sont réfugiés dans une ferme. Ils ont pris toute la famille en otage. Là, Mesrine et Bess font comme chez eux. Ils se lavent, se rasent, se changent et mangent un morceau. C'est là que le propriétaire de la ferme leur explique que c'est la fête des mères et que sa famille est attendue à Paris. Mesrine et Bess décident de se planquer dans le coffre de leur voiture. Alors que les forces de l'ordre sont sur les dents, tout le monde embarque dans la DS. Les parents devant, les enfants derrière, les deux gangsters cachés sous le rabat de la plage arrière. Et dans la voiture, ils avaient la radio aussi. Et puis on entendait la prise est imminente, Jacques Mesrine et François Bess sont cernés. Il reste quelques mètres carrés de la forêt. Il reste quelques mètres carrés de la forêt, la prise est vraiment imminente. Alors qu'il était dans la voiture à rouler.
C'est là que ça faisait drôle, quoi. On entendait ça, on disait, ben bon, les gars, vous pouvez le rechercher un moment parce qu'il est loin déjà. Arrivés en région parisienne, Mesrine et Bess demandent à leur chauffeur de s'arrêter. Ils sont sortis de la voiture. Et puis, bon, ben là, j'ai dit, ça y est, ça va être le drame sûrement, quoi. Il va se passer quelque chose, et non. Mesrine m'a donné une claque dans le dos, c'est là que j'ai eu peur un peu. En me disant merci, bon, ça fait un drôle d'effet sur le coup, quoi. Il a dit à mon épouse, d'ailleurs, vous avez un mari qui est courageux. Mais il nous a serré la main, puis il est parti. Une fois de plus, l'ennemi public numéro 1 et son complice ont ridiculisé les forces de l'ordre. Mais avec les 70 000 francs du casino de Deauville, près de 11 000 euros, Bess et Mesrine ne peuvent pas aller bien loin. Il leur faut faire un nouveau coup, un gros coup celui-là. Un mois plus tard, ils braquent la Société Générale du Raincy, en banlieue parisienne, en prenant en otage un employé de banque. Résultat, un butin de 450 000 francs, près de 70 000 euros, sans avoir tiré une seule balle. Et pour alimenter le mythe, Mesrine accorde une interview exclusive de 4 pages à une jeune journaliste de Paris Match. Isabelle Pelletier, c'est vous qui signez cet article, c'est vous qui faites le scoop, rencontrer l'ennemi public numéro 1 alors que toutes les polices sont à ses trousses. Pourquoi est-ce qu'il vous choisit, vous ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais suivi son procès. Comme le procès avait duré longtemps et que chaque jour, donc, je me pointais à la presse judiciaire, premier rang, en face du box, il y avait une sorte de manège entre lui et moi. Bonjour, bonjour. Ça se passait par les yeux, mais c'était assez drôle. Alors ça a tissé des liens, bien sûr. Alors comment est-ce qu'il prend contact avec vous ? Comment est-ce qu'il vous retrouve ? À l'époque, j'habitais à la Contrescarpe. C'est un petit quartier de Paris assez bohème à l'époque, etc. Et l'après-midi, j'étais chez moi et j'entends sonner à la porte. Et comme ça, à travers la porte, je dis, mais qui est là ? Et j'entends une voix qui me répond, c'est Jacques. Jacques, je connaissais pas Jacques. Et j'ouvre la porte, c'était Mérine. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il me dit, j'avais envie de voir où vous viviez. Et il s'assied et il me fait la conversation. C'est dans ce contexte que j'avais 1 jour et demi pour me décider pour faire l'interview telle qu'on l'avait fixée, c'est-à-dire porte d'Auteuil, en étant conduite à l'endroit de l'interview. Alors à quoi elle ressemble, la planque de Mesrine ? Parce que vous allez à sa planque. Alors pour moi, une planque, c'était un endroit secret, fermé, compliqué. Pas du tout, ça donne sur un trottoir, c'est un rez-de-chaussée, une porte branlante, c'est des sièges de camping, c'est une pauvre armoire en plastique. Mais ce qui m'a quand même frappé, c'est la profusion de billets de banque. Et puis d'armes, il y avait quand même un véritable arsenal. Alors moi j'étais arrivée avec mon Nikon et puis mon petit magnéto, et je me dis on va s'asseoir, on va faire une interview. Bah pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que avec ses valeurs un peu traditionnelles, un peu bourgeoises, il avait une invitée, il se devait l'honorer. Comment on honore quelqu'un qui débarque chez vous à l'heure du déjeuner ? On lui fait l'apéro déjà. Oui, ça, c'était le champagne. Il a sorti du champagne. Bien sûr. Seigneur, le champagne. Et après ? Alors après, c'était quand même l'ennemi public numéro 1, enfin tel que le décrivaient les journaux. Moi, je n'entrais pas trop dans ce mythe, mais quand même. Et quand vous voyez l'ennemi public qui se met presque un petit tablier, qui va chercher son gigot, qui le beurre méticuleusement et qui met de l'ail. Attention, c'était un perfectionniste. Il m'a fait un gigot. Et après seulement, nous nous sommes mis à cette interview qui a été vraiment une interview fleuve, puisque ça a duré près de 4h30. On s'interroge beaucoup sur le sens qu'il donnait à ce qu'il faisait, et certains l'ont pris pour un Robin des Bois. Est-ce qu'au bout de ces 4h30 d'interview, vous avez la réponse à l'idée qui se faisait de sa personne et de son personnage ? Il disait, je peux pas être un Robin des Bois parce que moi je ne vole pas les riches pour donner aux pauvres, je vole les riches pour me donner à moi-même. Donc déjà je ne fais pas partie de ça. Deuxièmement, ce qui est exact, c'est qu'il était rentré dans le gangstérisme comme on épouse un métier. Son métier, c'était le crime, les armes, ça faisait partie de sa panoplie d'hommes. Pour lui, c'était un choix délibéré. Autrement, quelle idée il avait de lui-même, forcément excellente. D'abord, c'était il s'aimait. Un peu plus. Il s'adorait. Oui, je crois.
Je crois, parce qu'il avait une formidable conscience de ses capacités et une formidable confiance en lui. Il ne doutait pas. Tous les policiers de France et de Navarre recherchent Jacques Mérine et il apparaît sur 4 ou 5 pages dans Paris Match. C'est quand même assez stupéfiant de voir que les journalistes peuvent trouver Mérine et les policiers, non. C'est quand même vexant. On comprend qu'il ne va plus se comporter comme un voyou de droit commun, mais qu'il est parti dans une espèce de guerre contre l'État et contre les services publics. En fait, Mesrine a le comportement d'un terroriste sans idéologie politique. Juillet 78. Bien que recherché par toutes les polices de France, l'ennemi public numéro 1, qui n'est pas homme à vivre seul, fait une rencontre dans un bar à hôtesse du 9e arrondissement. Sylvia Jean-Jacot, une jolie femme de 26 ans que les policiers surnommeront la belle italienne. J'ai rencontré Jacques Mérine, j'étais barmaid. Il avait rendez-vous dans le bar avec François. Donc il m'a repéré, si je puis dire, là. Et ensuite, il est revenu seul pour me faire la cour. Il était en bleu de travail, il s'était tondu, il avait essayé de se tondre les cheveux, il s'est éteint, il avait une casquette et il s'était arrêté avec son vélo Solex juste devant le bar. Au départ, Mesrine lui raconte qu'il est électricien, puis avocat, avant de lui avouer qu'il est l'ennemi public numéro 1. Sylvia Jean-Jacot accepte de le suivre dans sa cavale, malgré tous les risques que cela comporte. Un mois à peine après leur rencontre, en pleine romance, Sylvia Jean-Jacot et Jacques Mesrine quittent Paris et emmènent avec eux François Besse, direction l'Italie pour un mois de vraies vacances. Ensuite, Besse va se planquer à Londres, tandis que Mesrine et sa dulcinée s'installent en Algérie, mais ça ne leur va pas. Pas assez de magasins et surtout, disent-ils, trop de flics. Les deux amants rejoignent donc Besse à Londres. Et très vite, Mesrine échafaude de nouveaux plans. D'abord l'enlèvement en France, et bien sûr contre rançon, d'un milliardaire. Et puis Mesrine veut aussi régler son compte à un magistrat. Pour ce coup, il compte sur 2 nouveaux complices, Nounours et Christian Kopf, dit Kiki. Mais ce coup ne plaît pas à François Besse, qui n'a confiance ni en Kiki ni en Nounours. Ces enlèvements se feront sans lui. 4 mois plus tard, toute la bande se retrouve à Paris, sans Besse donc. Mesrine est à Paris, mais les policiers ne le savent pas. C'est un petit malfrat qui fricote avec Sabrina, la fille aînée de Mesrine, qui va leur donner le tuyau. La brigade de répression du banditisme interpelle ce que l'on appelle un petit casseur d'après-midi. Et lorsque ce type arrive au quai des Orfèvres, il nous dit, alors qu'il n'a rien d'impressionnant, « J'ai été le petit copain de Sabrina Mesrine, et puis je peux vous indiquer 2 personnes dont je connais les points de chute et qui sont des complices de Mesrine. » Ses complices, ce sont Nounours et Kiki. Ces 2 hommes traîneraient avec Mesrine dans les bas-fonds du 18e arrondissement de Paris. Le tuyau est absolument sûr, puisque je le tiens et je le tenais d'un petit ami de Sabrina Mesrine. Et le gros dispositif est mis en place par Broussard autour de Jean-Luc Coupet et de ses relations. Robert Broussard met aussitôt une équipe de policiers en civil sur le dos de Nounours et Kiki, en espérant bien qu'il les mène à l'ennemi public numéro 1. Mais après plusieurs jours de filature, les hommes de la BRI n'y croient plus. Robert Broussard décide de lever le dispositif. Alors, commissaire Broussard, pourquoi avoir levé cette planque, passage Charles Albert? Disons qu'il y a eu Mesrine en cavale, c'était une multitude de renseignements qui parvenaient au quai des Orfèvres ou ailleurs dans les services de police. Les gendarmes, les policiers, les médias, tout le monde recevait des informations. On voyait Mesrine dans tel TGV, on le voyait à l'aéroport, on le voyait en Luxembourg, en Belgique, en Algérie ou ailleurs. Et parfois dans des circonstances complètement farfelues.
Hein, un jour, on reçoit un truc comme quoi, et tous les dimanches matins, il allait chercher, il aimait beaucoup l'agneau, et il allait chez un boucher favori à Pantin, déguisé, il venait chercher son gigot le dimanche matin. Enfin bref, il fallait vérifier et être présent, planqué le dimanche matin. Et un jour, donc, il y a un renseignement qui arrive, un de plus, et on planque, et on ne voit rien. Rien. En plus, au fond, vous doutez que Nounours là, et Kiki soient des lieutenants de Mesrine. Oui, c'est des terrains de savate du quartier, vous savez, un peu biturin sur les bords, et puis bon. Ils n'ont pas l'envergure d'être des lieutenants de l'ennemi public quand on voyait ces personnages, le mec avec sa petite mobilette, et puis qui allait dans les bistrots du coin, et qui restait des heures à boire son verre de rouge, disons qu'on était assez sceptiques, quoi. Dommage pour le commissaire Broussard, car le lendemain, Mesrine sort de chez lui, accompagné de Nounours et de Kiki. Il n'y a plus de policiers devant la planque, personne pour les filocher jusqu'au domicile du juge Petit où ils se rendent, ce juge qui avait condamné le grand Jacques à 20 ans de prison. Mais le coup est mal préparé, le juge n'est pas chez lui, Mesrine est furieux, il décide d'attendre le magistrat en prenant toute sa famille en otage. Mais une des filles du juge parvient à donner l'alerte et très vite, sirènes hurlantes, les policiers arrivent sur les lieux. Kiki, qui faisait le guet dans la rue, prend peur et s'enfuit. Nounours et Mesrine quittent l'appartement et tentent de sortir de l'immeuble. Et là, c'est la fusillade. Et Mesrine va, encore une fois, berner les policiers. À ce moment-là, dans la rue, il y avait des tas d'ordures. J'ai vu un paquet, j'ai pris un paquet sous le bras. Comme ça me donnait l'apparence d'un type qui se promenait dans la rue. On est passé à côté des policiers. À cet instant-là, ils nous ont interpellés. Coupé, lui s'est arrêté, moi j'ai continué. Nounours n'a pas le même aplomb. Il se laisse cueillir comme une fleur. Ces deux complices ne sont pas vraiment à la hauteur de l'opération, puisque l'un s'enfuit, l'autre est neutralisé et tétanisé. Il a manifestement avec lui, et c'est assez étonnant d'ailleurs de la part d'un type comme Mesrine, deux bras cassés, deux pauvres types qui ne sont vraiment pas à la hauteur du grand banditisme, et ça aurait pu coûter très cher à Mesrine d'ailleurs. Mesrine passe à sa planque pour récupérer Sylvia. Il faut partir tout de suite, puisqu'il sait très bien que Coupé va tout raconter. Et on est parti sans rien, on a tout laissé. Mesrine a vu juste. En garde à vue, Nounours balance tout ce qu'il sait. Sylvia Jean-Jacot, les déplacements à l'étranger, les planques du 18e. Robert Broussard fait à nouveau encercler le quartier. Mais trop tard. Mesrine est déjà loin. La presse et les hommes politiques ne nous épargnent pas sur ce coup-là. Comment vous aviez Mesrine à portée de main, ça a pesé très lourd sur nos épaules, et on savait qu'à partir de ce moment-là, on ne nous pardonnerait plus la moindre erreur de jugement. Mesrine est maintenant à la rue, ou presque. Avec Sylvia Jean-Jacot, il se planque dans un petit studio, toujours dans le 18e. Il y avait juste assez d'argent pour louer le petit studio de la rue Clignancourt. On n'avait vraiment plus rien du tout. On avait un petit camping-gaz pour faire à manger. Et avec le peu d'argent qui restait, j'ai réussi à acheter un matelas en mousse pour mettre par terre pour une personne. Le nom de Sylvia Jean-Jacot et son signalement sont publiés dans la presse. Maintenant, elle est obligée de se déguiser. Comme Mesrine, elle doit changer de visage et d'apparence pour ne pas se faire prendre. Bien que recherché, Mesrine ne renonce pas à régler ses comptes avec la police. Par l'intermédiaire de la presse, il adresse une lettre ouverte à Serge Devos, le patron de la BRB. Il avait estimé que j'avais dit des propos, notamment concernant sa compagne, qui ne lui plaisait pas. Il a commencé à écrire, et il m'a écrit en disant « Devos commence à me casser les pieds. Hein, si ça continue, je vais le prendre en photo, mais ça sera avec un fusil à lunettes. » Il nous envoyait des photos où il était armé, avec mitraillette, avec kalachnikov, et en disant « Maintenant c'est fini, c'est la guerre, je ne veux plus, et il l'a écrit aussi, mourir dans un cul de basse-fosse. Je préfère mourir les armes à la main. » Et la frénésie médiatique continue. En janvier 1979, Mesrine accorde une interview à Libération.
L'année où nous on fait l'interview de Libération, il est le personnage numéro 1 de l'année. Je me rappelle dans le classement, vous savez, celui où il y a eu Zidane ces dernières années, ou je sais pas qui. Lui, c'est lui le personnage de l'année. Et lui, il incarne comme ça, dans l'esprit de tas de gens, une espèce de résistance, il est pas politiquement correct, il fout la merde, il critique, il rigole, il se moque. Donc je pense qu'il joue ce rôle-là pour la fin du gauchisme, mais il joue ce rôle-là même dans la population française. C'est-à-dire que c'est Robin des Bois, ça a toujours plus ce genre de personnage comme ça. Et pendant ce temps-là, Mesrine organise son prochain coup. Depuis l'arrestation de Nounours, il sait qu'il faut qu'il travaille avec des complices plus solides. Il choisit une pointure, Michel Chaïevski, alias le Viking, un braqueur au casier judiciaire long comme le bras. Son projet ? Kidnapper Henri Lelièvre, un milliardaire de 82 ans qui a fait fortune dans l'immobilier. On s'était décidé, enfin il s'était décidé pour Lelièvre, un milliardaire. Je lui dis, ouais mais attends, il a 80 piges, moralement ça va peut-être mal passer, toi qui cherches la pub, quand ils vont le savoir. Il dit non, c'est bon, on va le choper, voilà. Le 21 juin 79, 2 faux policiers, Mesrine et Chaïevski, se présentent chez Henri Lelièvre dans la Sarthe. Ils sont là, disent-ils, pour une petite vérification et demandent au vieil homme de les suivre au commissariat. Perplexe, le milliardaire embarque à bord de leur 504. On a fait, je sais pas, une centaine de kilomètres. Et à un moment donné, il dit, mais c'est pas, on s'en va pas dans la bonne direction. Et Jacques se retourne et dit, non papy, vous êtes enlevé au nom de l'OLP. Et alors, il dit, quoi ? Au nom de l'OLP ? Il dit oui, parce que vous ménagez pas les émigrés qui sont dans vos îles. Il dit, je leur donne un toit, moi, aux Arabes. Alors, on n'a pas à se plaindre de moi. Et puis bon, en fin de compte, il dit, bon, papy, il faut se taire maintenant. Il lui a mis des lunettes opaques. Il a mis une paire de menottes. Voilà. Au bout de quelques heures, le fils d'Henri Lelièvre, inquiet de ne pas voir revenir son père, alerte la police, qui comprend tout de suite que c'est un enlèvement. Aussitôt, l'Office central de répression du banditisme, le service spécialisé dans les affaires d'enlèvement, est saisi. Son patron s'appelle Lucien Aimé Blanc. Et il décide de gérer ce dossier tout seul, sans prévenir ses collègues, pourtant aux trousses de Mesrine depuis des mois, Broussard de la BRI et Serge Devos de la BRB. Très vite, Mesrine, par courrier, entre en contact avec le fils Lelièvre. Il exige une rançon, 6 millions de francs, soit plus de 900 000 €. Le 12 juillet, Michel Lelièvre sort de chez lui à l'aube, au volant de sa Mercedes, prudemment suivi par les policiers de l'OCRB. Le fils du milliardaire a rendez-vous à 7h dans un café du 15e arrondissement où il doit attendre un coup de téléphone des ravisseurs. Un homme au bout du fil lui donne l'itinéraire à emprunter pour se rendre à la prochaine étape. Et d'étape en étape, Michel Lelièvre se retrouve au bord d'une route de Seine-et-Marne. Là, un dernier message déposé au pied d'un panneau de signalisation doit lui dire où déposer l'argent. Mais au pied du panneau, Michel Lelièvre ne trouve rien. Il ne sait pas quoi faire. Les policiers qui le suivaient décident de le rejoindre. Mais Mesrine et son complice ne sont pas loin. Planqués, ils assistent à la scène. Les flics, ils font un coup de patin et ils se mettent presque au cul la Mercedes. Et c'est à ce moment-là que Jacques a compris que c'était... Bon, on a compris que c'était les flics. Et là, il s'est mis à tirer sur la voiture des poulets. Les inspecteurs qui se trouvaient dans l'ABM crient « on nous tire dessus, au feu ». Les policiers n'ont pas eu le temps de riposter. Michel Lelièvre, lui, a eu le temps de se mettre à l'abri. Quant aux truands, ils s'enfuient tranquillement par une petite route qu'ils ont l'air de bien connaître. C'est là, cata. La remise de rançon a échoué. Henri Lelièvre ne sera pas libéré. Donc Mesrine sait que la police était là
Et donc, voilà, c'est le fiasco le plus complet. Cet épisode est un coup dur pour les hommes du commissaire Aimé Blanc, mais ils n'ont fait que suivre les instructions. Tenter d'arrêter les ravisseurs, tenter de libérer l'otage et surtout ne pas remettre la rançon pour ne pas encourager de futurs enlèvements. Le problème, c'est que Michel Lelièvre, lui, ne fait plus confiance aux policiers. Il veut revoir son père vivant et il est prêt désormais à négocier directement avec les ravisseurs. Le 25 juillet 79, Mesrine et Chaïevski parviennent à déjouer toutes les surveillances policières et à recontacter Michel Lelièvre. J'ai mis une enveloppe avec les recommandations de Jacques qui lui disait de prendre un ami à lui pour prendre sa Mercedes afin de semer les poulets. Le plan fonctionne à merveille. Le 27 juillet, la Mercedes de Michel Lelièvre quitte le parking, suivie de près par les policiers de l'OCRB. Au volant, ça n'est pas le fils du milliardaire, mais l'un de ses amis, dont la mission est de balader les policiers le plus longtemps possible. Michel Lelièvre peut donc de son côté suivre un nouveau jeu de piste pour remettre la rançon. Le jeu de piste, il a continué jusqu'à l'entrée d'un bois. Et à l'entrée de ce bois, il y avait un poteau en béton. On avait fait une croix rouge et blanche pour montrer au fils Lelièvre qu'il fallait qu'il s'arrête là. Mais ça, c'était mis dans le dernier message qu'il avait reçu. Et à partir de là, Jacques a pris la rançon qui était apportée dans la voiture, les 2 sacs, dans laquelle il y avait 6 millions de francs. Et ensuite, Mesrine et Chaïevski, dans leur fuite, ont prévu de traverser la rivière Le Cher en barque. La barque, je l'ai amarrée. J'ai amarré un peu trop vite. Je suis parti j'ai trop tiré. L'anecdote, c'est que Jacques s'est cassé la gueule dans le Cher avec un des sacs et puis un calibre. Un 357 Magnum auquel il tenait. Il a replongé pour aller rechercher le 357 et puis le sac, remonter le sac, bien sûr, parce que quand même, le calibre, c'était une chose, mais le sac de billets avec 3 millions de francs dedans, c'en était une autre. Alors tous les billets étaient trempés, bien sûr. Henri Lelièvre est relâché le lendemain devant le cimetière des Batignolles après 38 jours de captivité. Est-ce que vous vous trouviez dans une chambre noire? Oui. C'était un véritable cachot, je vous le dis. Comment se sont passées vos relations avec votre famille pendant que vous étiez séquestré? À propos des lettres que vous avez écrites. Je n'ai eu aucune nouvelle de mes familles. Commissaire Broussard, vous saviez, vous, pendant toute cette affaire d'enlèvement de Lelièvre, que derrière il y avait Mesrine, l'OCRB, vous avez prévenu de cela? Non, absolument pas. On n'avait pas été prévenu de cette affaire. Alors, d'un côté, il faut comprendre que l'organisation est à la fois des services de justice et de police, eh bien, c'est assez cloisonné. C'est-à-dire que nous, par exemple, on avait une compétence sur toute la région Île-de-France, alors que l'OCRB a une compétence nationale, et s'il se passait quelque chose à Deauville, à Creil ou ailleurs, on n'avait pas lieu, si vous voulez, d'intervenir. On n'avait pas la compétence judiciaire pour intervenir dans ces lieux. Oui, mais c'était Mesrine. Et oui, c'était le poisson que vous traquiez, donc on aurait pu... Que comme l'organisation administrative était comme ça, ben, c'était comme ça. Voilà. C'est l'organisation administrative ou c'est la petite guéguerre que se livrent les services de police? Non, je ne dis pas. Normalement, nous aurions dû quand même être au moins prévenus. Et on aurait pu très bien envoyer 1 ou 2 ou 3 observateurs, ne serait-ce que pour savoir s'il pouvait y avoir des répercussions sur Paris, région parisienne, etc. Ça n'a pas été fait, c'est dommage. On peut imaginer que Mesrine en a joué de ça, de la petite guéguerre des polices, ou du fait que chacun a son petit territoire et puis qu'on se parle pas beaucoup, et qu'il est allé se mettre dans un secteur qui n'était pas le vôtre, histoire de vous échapper. Oh, non, je ne pense pas que ça a été jusque-là. Je ne pense pas qu'il a choisi ses actions en fonction du lieu géographique et de la compétence dans tel ou tel secteur de l'un ou de l'autre. En revanche, il en a certainement profité, parce que pendant que tous ces services de police et de justice qui intervenaient, il y a une affaire à Deauville, c'était un service local de police judiciaire qui s'en occupait, c'était le juge d'instruction
du coin qui s'en occupaient. Ça se passe à Créteil, c'est autre chose. Ça se passe dans la Sarthe, c'est autre chose. Donc tout ça, effectivement, il en a profité de cette dispersion des efforts, disons. Paris Match publie des photos de Mesrine déguisé en Georges Marchais, le leader communiste de l'époque, aux côtés de son otage. Et ça exaspère au plus haut sommet de l'État. Il faut en finir avec cette guerre des polices. On travaillait un peu chacun dans son coin, chacun sur ses tuyaux. Alors, est-ce que c'était une bonne méthode ou pas? D'un côté, ça nous stimulait parce qu'on essayait un peu de trouver le bon tuyau, la bonne information pour remonter jusqu'à Mesrine. Mais il est vrai que d'un autre côté, ça manquait par moments un peu de cohésion. Alors, guerre des polices, non. Pas de cohésion, oui. Changement de stratégie. Le nouveau mot d'ordre, coordination. Maurice Bouvier est nommé chef de l'OCRB, de la BRI, de la BRB et même des gendarmes. Une première en France. Bouvier nous dit, moi, mon système, c'est l'entonnoir. Quand il y a on amasse tous les tuyaux qu'il y a et puis on vérifie tuyau par tuyau et quand ça sort dans le petit bout de l'entonnoir. Ce qui revient à dire que chaque fois qu'un gendarme croit avoir Mesrine dans une résidence de province, on est obligé de faire des vérifications. Parce qu'on le voit partout, à partir de cet instant-là, hein, les gendarmes et les flics le voient partout. Mais en vérité, ils le voient nulle part. Mais bon. Et pendant que les policiers s'épuisent à le chercher, Mesrine, lui, profite des millions de la rançon d'Henri Lelièvre. Il est très content puisqu'il m'a dit « Mon bébé, textuellement, maintenant, on va aller dépenser. Parce que c'est fait pour ça. » Mesrine et Sylvia Jean-Jacot ne se refusent rien. Grand magasin, bijoutier, grand restaurant et même une grosse voiture. Il opte pour une BMW comme celle des policiers de l'OCRB lors de la remise de la rançon ratée d'Henri Lelièvre. La résistance du pare-brise de cette voiture l'a beaucoup impressionné. Pour autant, Mesrine ne perd pas de vue ses projets. Et il y en a un qui lui tient à cœur. Se venger d'un journaliste, un certain Jacques Tillier de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Ce journaliste a en effet publié un article qui lui a déplu. Et ça tombe bien car Jacques Tillier veut rencontrer Mesrine pour faire un scoop. J'ai rencontré un de mes intermédiaires qui m'a dit « Bon, je viens de voir Mesrine, il est d'accord pour te rencontrer. Mais il hésite parce qu'il a pris des renseignements sur toi, t'es un ancien flic, il se méfie un petit peu. » Finalement, la rencontre a lieu le 10 septembre 1979. C'est un complice qui conduit Jacques Tillier auprès de Mesrine après un nouveau jeu de piste. Rue de Saussure dans le 17e, puis porte de Champéret, et enfin, le fief de Mesrine, juste devant l'église Saint-Vincent-de-Paul de Clichy. Là, un homme à l'air un peu gitan et à l'accent marseillais, un certain Paul, les attend. Les trois hommes discutent, quand tout à coup... Un type que j'avais pas vu, assez grand, avec une perruque et une barbe, sort. Là, je vois que c'est Mesrine. Et là, ça va très vite. Il ouvre une porte, il regarde l'intermédiaire et lui dit « Toi, casse-toi ». Mesrine et Paul embarquent le journaliste dans une R14. C'est Mesrine qui conduit, direction la forêt d'Alat, près de Senlis. La voiture s'engage dans un chemin de terre qui débouche sur l'entrée d'une carrière souterraine. Les trois hommes s'y enfoncent, en s'éclairant à la bougie. Après avoir parcouru environ 200 mètres, ils arrivent dans une salle voûtée. Et Mesrine me dit vas-y commence. Et je commence, je dis Jacques Tillier, journaliste, j'interviewe Jacques Mesrine. Mesrine appuie sur le magnétophone, il dit non pépère, ce n'est pas Tillier qui interviewe Mesrine, c'est Mesrine qui va interviewer Tillier. L'interview tourne au règlement de compte. Mesrine oblige le journaliste à se déshabiller. Il le menotte, le tabasse, l'humilie et le prend même en photo.
m'étrangle et bon, tout devient noir et je tombe évanoui. Ce qui me réveille, c'est le premier coup de feu. J'ai une botte sur la figure, Mesrine au-dessus, je sais plus ce que je fais, je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de rêver. Au total, Jacques Tillier reçoit 3 balles, une dans le bras, et une dans l'épaule pour ses écrits, et une autre dans la mâchoire pour ses paroles. Le journaliste perd connaissance. Le croyant mort, les 2 truands le laissent dans la grotte, mais le journaliste a repris conscience et parvient à ramper vers la lumière jusqu'à la sortie. Jacques Tillier est finalement retrouvé au bord de la route, nu, en sang, mais vivant. Jacques Tillier a vécu un calvaire. Et l'image de Mesrine en bandit Robin des Bois en prend un coup. Mesrine en a conscience et tente de retourner l'opinion en sa faveur en utilisant une nouvelle fois la presse. Dans une série de lettres adressées aux journalistes, l'ennemi public numéro 1 nie avoir voulu tuer Jacques Tillier. Il affirme même que c'est lui qui l'a sorti de la grotte et qui l'a déposé à l'endroit où il a été retrouvé. Si Mesrine ne voulait pas me tuer, il suffisait tout simplement que devant le chemin, il me tire 2 balles dans les jambes ou pour m'empêcher d'écrire une balle dans la main, pour m'empêcher d'écouter une balle dans l'oreille. Il me laissait avec mes vêtements, ma carte de presse et il me ligotait et il téléphonait à la gendarmerie, on me retrouvait comme ça, il n'y a pas de problème. Il est peut-être vexé parce qu'il m'a loupé, mais ça, c'est pas mon problème. En tout cas, moi, je suis très content qu'il m'ait loupé. Mesrine, plus provocateur que jamais, envoie à la presse des photos du journaliste pendant son calvaire. À la fin même, il noircit lui-même son image, il en est conscient. Il pouvait très bien expliquer, inventer des trucs, pas du tout. Il dit voilà, la violence c'est comme ça et j'ai fait ça et c'est comme ça. Bon, il justifie, il dit c'est pas beau mais c'est comme ça. Donc déjà il assume le fait que ce qu'il fait c'est pas bien et qu'il mérite peut-être une sanction, à la limite. Mais s'il est d'une extrême violence, Mesrine est aussi un grand romantique. Il veut épouser Sylvia Jean-Jacot, mais il veut le faire officiellement et légalement. Alors pour ça, il a un plan. Il a décidé d'aller braquer la mairie pour qu'on nous marie de force. Je sais pas trop ce que ça aurait valu, mais bon. J'ai dit, on y va, on va aller braquer la mairie, on attend qu'il y ait des mariages qui se font, on attend le dernier mariage qui passe, et puis après on braque le maire, c'est symbolique, ça a une forme d'humour, ça fera marrer tout le monde, ça sera beaucoup mieux. Pendant que Mesrine fait des projets matrimoniaux, la police avance. Les hommes de l'OCRB travaillent sur le fameux Paul, son dernier complice. Ils ne sont pas les seuls. Jacques Tillier, le journaliste qui veut à son tour se venger de Mesrine, active ses réseaux et obtient un tuyau. Un tuyau qu'il transmet aussitôt à Lucien Aimé Blanc, le patron de l'OCRB. Il me dit, il y a un mec qui est en prison, Henri, qui vient de tomber pour une tentative de cambriolage dans le 18e. Et il nous a donné le nom du complice actuel de Mesrine. Tu le sors de prison, tu as le complice, tu remontes le complice, tu retrouves Mesrine. Le schéma est relativement simple. Bon. Lucien Aimé Blanc obtient un permis d'extraction et se rend à la prison. Je me pointe à Fleury-Mérogis, sort ce garçon de la prison, et il me donne le nom de Boer, et il m'explique comment il a su que Boer travaillait avec Mesrine. À partir de là, si vous voulez, je reprends un peu des couleurs. Bon. L'OCRB est en ébullition. Enfin une piste pour remonter jusqu'à Mesrine. Enfin une chance de mettre un terme à la cavale de l'homme qui les nargue depuis des mois. Il faut récolter vite un maximum d'informations sur ce fameux Charlie Boer. Dans son dossier, il y a une piste, si vous voulez, il est branché, il est en concubinage avec une visiteuse de prison, qui est identifiée dans le dossier de Boer, le pénitencier. En enquêtant sur cette femme, les policiers découvrent qu'elle possède une Renault 14.
Une Renault 14 comme la voiture qui a servi à emmener Jacques Tillier dans la grotte. Mais comment faire pour la localiser ? C'est là qu'un policier a la bonne idée. Vérifier dans le fichier des contraventions si la voiture a été verbalisée. On a fait un travail de fourmi. Les gars ont épluché manuellement près de, je crois, 17 000 contraventions avant de tomber sur la bonne. Bingo! La voiture a été verbalisée 2 fois dans le quartier de la gare Saint-Lazare. Les policiers quadrillent aussitôt le secteur et 48 heures plus tard, ils retrouvent la voiture garée derrière l'église de la Trinité. Les policiers n'ont plus qu'à attendre que Charles Bauer vienne prendre sa voiture pour le filer jusqu'à chez lui. Et il nous ramène au 101 de la rue Saint-Lazare. Là, il y a un immeuble. Évidemment, il est hors de question de questionner la concierge qui peut avoir été soudoyée par Mesrine ou par Bauer. Et on met sur écoute l'ensemble de l'immeuble. Et là, un soir, eh bien, on entend la voix de Mesrine qui appelle Bauer et qui lui dit « Alors, papa, on se fait une sortie ?» Les policiers jubilent, mais décident de ne pas se précipiter. Mercredi 31 octobre, Bauer et sa compagne quittent leur appartement avec un peu plus de précaution que d'habitude. Les policiers sentent qu'il va se passer quelque chose. On décide finalement de tenter une filature avec pour consigne de mettre un terme à la filature à la moindre attitude suspecte de Bauer. Mais on tente le coup. Comme on dit dans notre jargon, nous enquillons derrière eux, on prend la filature. Cette filature est très courte puisqu'elle nous amène rue Béliard. Impossible de planquer rue Béliard. À l'époque, la rue est une impasse et l'immeuble n'a pas de vis-à-vis. Rien pour se planquer. Plusieurs dizaines de policiers en civil encerclent alors le quartier et tentent de se fondre dans le décor. Une demi-heure plus tard, 4 personnes sortent de l'immeuble. Bauer et sa compagne, avec un autre couple. Mais le deuxième couple ne sort pas simultanément. On voit donc une femme sortir, qu'on identifie formellement tout de suite comme étant Sylvia Jean-Jacot. Les policiers doivent maintenant s'assurer que l'homme qui l'accompagne est bien l'ennemi public numéro 1. Si la tension est extrême, l'homme marche droit, très raide. Visiblement, il a un gilet. Il a un gilet pare-balles sous son blouson. Il a sa sacoche. Il a la main gauche sur la sacoche et la main droite quasiment comme pour ôter de la ceinture en revolver. Il est prêt à intervenir, quoi. Et cette fois-ci, c'est sûr. C'est lui, c'est Mesrine. Les policiers qui craignent un bain de sang décident de ne pas intervenir dans la rue. Les 2 couples se promènent et font les magasins une bonne partie de l'après-midi. Ensuite, ils se séparent. Bauer et sa compagne regagnent leur voiture. Les policiers décident de les laisser partir car c'est Mesrine qui les intéresse. Ils suivent donc le grand Jacques et sa compagne qui rentrent tranquillement à pied, rue Béliard. Et c'est reparti pour une nuit de planque dans les voitures. Une nuit très longue, très très longue. Un silence total sur les ondes, alors qu'habituellement ça diffuse, des plaisanteries, tout ça. Silence total. Cette nuit-là, les policiers auront un moment d'absence et Mesrine et sa compagne iront tranquillement dîner dans une pizzeria. Après le dîner, Sylvia Jean-Jacot rentre seule, rue Béliard, tandis que Mesrine rend visite à Charles Bauer et ne revient que tard dans la nuit. On l'a vu rentrer à 3h du matin, mais trop rapidement pour l'interpeller. Manifestement, il est un peu allumé, il est un peu bourré. Et puis on n'est pas sûr que ce soit lui. Commissaire Broussard, il y a quelque chose que je comprends pas. Le 1er novembre, il rentre chez lui, il est bourré, donc a priori il est plus facile à prendre que quand il est à jeun.
Et vous l'arrêtez pas. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas sûr que c'était ça, lui. On voit vers 2-3 heures du matin un gars. Alors il y avait pas grand monde à ce moment-là, bon, si ce n'est que j'avais un de mes inspecteurs qui depuis 2 jours vivait comme un clochard, avait dans ses cartons son litre de rouge, vous voyez, la musette et tout ce que vous voulez. Bon, et puis il nous signale, tiens, voilà un type qui arrive vers moi, il est comme ci, il est comme ça, mais ça correspond pas du tout à ce qu'on a vu cet après-midi, parce que Mesrine avait l'art et la manière de se maquiller, de se changer, était méconnaissable. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Bon, et finalement, quand on a eu à peu près la certitude que c'était lui, c'est lorsqu'il est rentré dans l'immeuble. Mais c'était trop tard. Mais et intervenir dans l'appartement, c'était pas possible? Totalement exclu, que vu la position de cet immeuble face au périphérique et au boulevard extérieur, il se met à une fenêtre, il nous dit bon, maintenant vous cassez, sinon j'allume le premier automobiliste qui se passe. Bon, et en plus de ça, on allait à coup sûr vers une opération de force. Et il m'avait prévenu. En me disant ça se passera dans la rue et le premier qui tirera aura raison. Donc nous, ce qu'on attendait, c'était finalement qu'il sorte dans la rue. Le lendemain, 2 novembre 79, jour de la fête des morts, Mesrine et Sylvia Jean-Jacot sortent de chez eux vers 15h. Toujours avec la même méfiance, ils se dirigent vers leur voiture. Le grand Jacques sort, et là, aux surprises, il marche dans ma direction, et je les observe par mon rétroviseur. C'est un moment de ma vie où j'ai eu une trouille extraordinaire. Donc bon, j'ai beau avoir un gilet pare-balles, j'ai beau avoir mes 2 armes de poing à la main, je suis à genoux dans ma caisse là, je me dis si jamais il s'aperçoit que c'est une voiture de planque, il suffit qu'il mette une grenade et j'y suis. Donc c'est la trouille de ma vie. Mesrine et Sylvia Jean-Jacot rangent dans le coffre une valise et quelques vêtements. Mesrine se met au volant. Il boucle sa ceinture et démarre lentement. Toutes les voitures de police se mettent en branle derrière lui. Il y avait un dispositif d'alerte, si vous voulez, des voitures qui étaient très loin de la rue Bayard, sur tous les axes susceptibles d'être empruntés, soit par un itinéraire normal, soit par un itinéraire de fuite improvisé. Les policiers ont tout envisagé, tous les cas de figure. Ils n'ont rien laissé au hasard. Mesrine ne peut plus leur échapper. La BMW se dirige vers la place de la Porte de Clignancourt. Mesrine a l'intention de tourner à gauche sur le boulevard Ney pour prendre le périphérique. Mais au feu, un camion klaxonne. Grand seigneur, Mesrine le laisse passer. Au prix d'une manœuvre absolument extraordinaire, c'est lui, ce chauffeur avec ce camion, qui vient se positionner devant la voiture de Mesrine, et c'est lui qui vient coincer Mesrine. À bord de ce camion, il y a 4 tireurs d'élite qui donnent l'alerte par radio. Mesrine est bloqué. Le top départ de Brossard y donnait. On interpelle. Mesrine se rend compte que la police est là. Il me voit moi, mais il ne voit pas les policiers qui sont dans le camion. Il lâche le volant pour se saisir de son arme. Très bien la bâche du camion qui se lève, les 4 mini-Ruger qui pointent, et Mesrine, les yeux un peu exorbités, qui plonge la main dans son blouson. J'ai vu un flic arriver de mon côté avec une arme, et je me suis tournée, j'ai pris sa main. Je l'ai appelé. Et puis j'ai pris un nion encore à la tête. Et puis tout d'un coup, il y a un bras qui est passé de mon côté. On a ouvert ma portière. Ils m'ont attrapé, m'ont couché par terre en me criant dessus où étaient les grenades, où étaient les grenades. Ils me demandaient où étaient les grenades. Sylvia Jean-Jacot, blessée, est conduite à l'hôpital. Jacques Mesrine, lui, est mort.
Bonsoir. Oui, Jacques Mesrine, celui qu'on appelait l'ennemi public numéro 1, a été tué aujourd'hui en début d'après-midi. Mesrine est tombé sous les balles des policiers à 15h15, porte de Clignancourt à Paris. L'affaire Mesrine est donc terminée. Pour les autorités, c'est un succès. Aucun policier ni passant n'a été touché. Mais c'est aussi le début d'une polémique. Intervention ou exécution ? Alors, commissaire Broussard, selon vous, que s'est-il passé porte de Clignancourt ? Ce que je dois dire, c'est que les gens qui étaient dans le camion, ils ont tous eu, sans se concerter, sans avoir reçu l'ordre, et je suis formel, à aucun moment je n'ai reçu l'ordre de l'abattre, de le faire abattre. À aucun moment je n'ai donné l'ordre de l'abattre. Bon. Et les gens dans le camion, quand ils ont vu Mesrine faire ce geste, ils ont eu le même pressentiment, ça y est. Paf, ils ont tiré pratiquement tous en même temps. C'est une initiative des policiers qui sont dans le camion. Dans le camion. Point. Voilà, c'est clair. C'est clair. Il y a eu une sommation. Mais attendez, en revanche, moi personnellement, je n'ai pas tiré, mais j'ai toujours dit, et je le fais encore aujourd'hui, j'assume la totale responsabilité de cette intervention et de la manière dont elle s'est faite. Les gens du camion ont tiré parce qu'ils devaient tirer, et s'ils ne le font pas, eh bien, il y a eu des gens au tapis, des policiers et bien d'autres. Alors, pour parler de sommation, d'une façon générale, d'abord, je voudrais dire, que les sommations, il y a eu police ne bouge pas, et Mesrine a tout de suite compris, et Sylvia Verjacco a compris également qu'il n'y avait pas de doute, c'était des policiers qui intervenaient. Hein. Bon, dans ces cas-là, les truands le savent très bien, et Mesrine plus qu'un autre, que quand on est braqué de cette façon, qu'on a affaire à des policiers, la première chose, c'est de mettre les mains sur le tableau de bord, et puis surtout de ne pas bouger, et de faire de gestes comme pour ramasser quelque chose. Alors on vous a beaucoup reproché d'avoir laissé les photographes prendre la photo du corps de Mesrine dans la voiture. Oui, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Quand on a su que Mesrine sortait à partir de 15h, qu'il prenait sa voiture, etc., il est évident que tout le monde était à l'écoute. Les journalistes, avec les moyens que l'on sait, ont suivi le trafic, et tout le monde... Mais par radio. Oui, bien entendu, tout le monde s'est précipité porte de Clignancourt, et c'était absolument une gestion de l'environnement qui était absolument très, très, très difficile, et c'était pas à nous, si vous voulez, de gérer tout cela. Donc il y a eu, faut le reconnaître, une pagaille, et ça arrivait de partout, c'était des témoins. Alors Dieu sait si par la suite, j'y étais, j'ai vu, je sais comment ça s'est passé, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Bon, après coup, 20 ans après parfois même. Très vite, une fois Mesrine abattu, on vient vous voir. Je me dépêche d'aller chez moi, d'une part pour que ma femme reprenne notre fille, et puis moi que je me saisisse des armes et de quelque argent pour partir. Parce que tout de suite, ils m'ont situé aussi. Donc j'essaie de les prendre de vitesse, mais ils ont été plus vite que moi, et donc ils m'ont arrêté. Ils sont arrivés par derrière, ils m'ont fauché, vous savez, comme rubis. Et je suis tombé face contre le trottoir avec un flic sur les épaules qui m'a mis le revolver à hauteur de la bouche, comme ça. Il m'a dit, avec l'insulte qui va avec, bien sûr, mettant du bon côté du manche, donc il s'autorise n'importe quoi. Il m'a dit, si tu bouges, je t'éclate à la tête. Vous êtes armé à ce moment-là ? Non. Les armes sont chez vous ? Ouais. Ils fouillent, ils les trouvent ? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas arrêté en douceur comme vous ? Alors, comment et pourquoi Mesrine ? Parce que moi, vous savez, j'étais un clandestin. Luthermiste, donc, nécessairement et inévitablement clandestin. Jacques était clandestin, je dirais presque semi-clandestin. Dès l'instant où on l'oubliait, il faisait « coucou, je suis là ». Vous voyez ? Et ce « coucou, je suis là », ça produisait quoi ? Ça produisait du ridicule. Du ridicule. Et associé au ridicule, il y avait la peur. Parce que Jacques avait dit, je tire. Hein. Je tire, essayez de m'arrêter, mais enfin, dans tous les cas, je vais tirer. Donc, je vais en conclure, Mesrine les avait ridiculisés et leur faisait peur. Deux ingrédients qui font que l'adversité là, va faire en sorte de vous éliminer. Elle a peur et elle est ridicule. Le ridicule tue. Ah, vous êtes quand même en train de nous dire que parce que Mesrine a dit qu'il était armé et qu'il tirerait, il est finalement assez logique que les policiers tiraient le premier.
Ah oui, mais là, Christophe, c'est d'un autre régime dont vous parlez. Une société prétendument démocrate, si elle ne sait défendre, à supposer que Mesrine soit le pire, supposons, si elle ne sait défendre le pire d'entre elles, comment voulez-vous qu'elle défende le meilleur? Mesrine est mort, mais l'enquête continue. La perquisition rue Béliard est confiée à la BRB de Serge Devos. Dans la planque de Mesrine, les policiers trouvent des bijoux, de l'or, de l'argent, des faux papiers et même des dossiers sur des personnalités, dont Philippe Bouvard, qui devait être sa prochaine victime. Et bien sûr, il y a de nombreuses armes. Des détonateurs, de la mèche lente, 2,5 kg de Semtex, un explosif très puissant, enfin bon, incroyable. Mais ça n'est pas tout. Les policiers découvrent aussi une cassette audio enregistrée quelques jours plus tôt par Jacques Mesrine. Un testament adressé à Sylvia Jean-Jacot. Pour moi, je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Quand on parle de Mesrine, commissaire Broussard, aujourd'hui, on parle obligatoirement un peu de vous, de votre relation particulière à tous les deux. Finalement, quel regard est-ce que vous portez tant d'années après sur ce truand appelé Jacques Mesrine? Est-ce qu'il est mythique, cet homme-là? Disons qu'il avait vraiment l'envergure d'un ennemi public numéro un. C'était un type qui avait... D'abord, c'était un fou d'orgueil. C'est un fou d'orgueil et un gars extrêmement déterminé. Et c'est un gars qui avait de multiples facettes. Il pouvait être à la fois sympathique, charmeur, rigolo, amateur de bons mots, etc. Et puis passer pour un petit rien, passer dans un état second de violence et voire d'une cruauté, voire d'un sadisme extraordinaire. Donc c'était pas un bandit d'honneur? Ah non, ça certainement pas. Certainement pas. Quand je pense que certains, on dit c'est le Robin des Bois, parler d'un Robin des Bois comme ça, disons, non, non, il s'était forgé une image, on lui a forgé, et je vais même vous dire une chose, si Mesrine avait su que on allait le traiter comme finalement un petit braqueur de banlieue, il aurait été vexé comme... non, il revendiquait son statut de tueur, et il voulait que ça se sache. Je ne suis pas n'importe qui. À moi, on ne résiste pas. La famille de Jacques Mesrine et Sylvia Jean-Jacot ont déposé plainte après sa mort pour assassinat avec guet-apens. La plainte a vécu plus de 25 ans après sa mort. Plus de 10 juges d'instruction se sont succédés avant de délivrer finalement un non-lieu en 2004, non-lieu confirmé par la Cour de cassation en octobre 2006.